Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va aller fouiner dans le portefeuille de Michael Burry. D'accord, donc je pense que vous le connaissez tous. Donc, Michael Burry, celui du Big Short. OK. So, on va aller fouiner dans son portefeuille à peu près pour voir qu'est-ce qu'il a acheté présentement ici, ce trimestre-ci. Vous savez que aux États-Unis, si vous possédez un hedge fund ici de près de 100 millions, donc que ce soit un fonds d'investissement ou un hedge fund, ou bien voilà, que vous soyez un gestionnaire de portefeuille ici, de 100 millions et plus, vous devez publier ce qu'on appelle généralement le 13F, donc le 13F qui mentionne la variation de vos positions sur le trimestre précédent. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de la variation des positions de Michael Burry, ce sont des positions qu'il a prises il y a 3 mois. Et c'est très, très important. Vous allez voir pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il a pris position hier soir et vous avez eu l'information aujourd'hui. Donc, quand on reçoit l'information ici mise à jour le 14 du mois de novembre, déjà le site en question, c'est Dataroma, un site que j'adore. Pourquoi est-ce que j'adore ce site? C'est parce que lui, il prend en considération un certain type d'investisseurs, généralement des investisseurs value, et la plupart du temps, ce sont des investisseurs que je respecte. Donc, vous allez voir les Daniel Loeb, vous allez voir les Lilou, vous allez voir les Nelson Peltz, vous allez voir Seth Clarkman, vous allez voir les Kahn Brothers, vous allez également voir Guy Spears, bon, Guy Spears, oui, quand même. Francis Chou, Canada, quand même. Et allez-y voir l'histoire de Francis Chou. C'était un investisseur lambda. Il n'a jamais fait d'école de commerce ni quoi que ce soit. C'était, je pense, un électricien. D'accord? Et c'est devenu l'un des meilleurs investisseurs aujourd'hui. En tout cas, il est très, très respecté dans le domaine du value investing parce que vous le savez, moi, je me définis comme un value investor, mais pas un value investor dans le sens quantitatif du terme, mais plutôt dans le même, voilà, dans le même sillage que Warren Buffett en privilégiant la qualité. D'accord? Au-delà, même avant même de regarder le prix, la valeur, tout ça, je préfère regarder la qualité de l'entreprise. Donc, après ça, je vais regarder au niveau du prix, combien est-ce que ça vaut, etc. Donc, ici, la qualité est très importante pour moi. Et la qualité veut dire qu'une entreprise qui a des avantages compétitifs. Donc, quand vous allez arriver sur le 30F ici, ou bien sur le 13F, ou bien sur Dataroma, et que vous allez regarder le portefeuille de Michael Burry, il faut déjà connaître la stratégie d'investissement de Michael Burry. Michael Burry est ce qu'on appelle un Deep Value Investor. Je dis bien un Deep Value Investor. Ça veut dire quoi, Deep Value Investor? Ça veut dire qu'il achète uniquement des entreprises de value, donc des entreprises qui sont quantitativement sous-évaluées, mais avec un catalyseur. Ça veut dire quoi? C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, ça peut être un changement de management, ça peut être une acquisition qui est en cours, ça peut être un procès qui va être gagné, ça peut être voilà, ça peut être un contrat qui va être un contrat qui a été gagné sur lequel on aura des marges assez élevées. Voilà, ça peut être, voilà, c'est ça un catalyseur généralement. Donc le catalyseur ici, c'est l'élément qui permet à ce que le stock puisse changer de valeur rapidement. Parce que son but n'est pas de garder l'entreprise pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Non, pas du tout. À la différence, par exemple, d'un investisseur comme Chuck Akre. Donc, Chuck Akre, par exemple, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Si vous parlez de Warren Buffett, vous devez parler de Chuck Akre. La qualité, la qualité, la qualité. Vous allez voir le portfolio de Chuck Akre. Il a investi dans Mastercard, vous savez, avant même 2010. Avant 2010. Regardez, aux alentours de la position a été bâtie, le maximum de la position a été bâti aux alentours de 50 à 30 à 40 dollars l'action ici. Et aujourd'hui, Mastercard, c'est 284 dollars l'action. Et il détient toujours du Mastercard. Ça, c'est ce qu'on appelle un investisseur à long terme. D'accord? So, si vous connaissez la stratégie d'investissement de quelqu'un ici, vous pouvez à peu près savoir comment est-ce qu'il pense. Donc, sur le portefeuille ici de Michael Burry, ça ne veut pas dire que ce qui a publié ici aujourd'hui, on doit acheter, copier, coller, jamais. Vous ne serez jamais à l'aise à copier le portefeuille de quelqu'un. Donc, n'essayez jamais de le faire. Si vous copiez le portefeuille, ça veut dire que vous avez une hypothèse d'investissement derrière. Et l'hypothèse n'est pas basée sur le fait que quelqu'un d'autre ait acheté l'entreprise. Non, 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 non. C'est basé sur le fait que vous avez fait vos propres recherches. Vous savez pourquoi est-ce que l'entreprise pourrait être qualitative ou bien pourquoi est-ce que l'entreprise est sous-évaluée. Quels sont les risques à court terme et qu'est-ce qui pourrait faire à ce que la valeur ici, voilà, le marché puisse reconnaître la valeur de cette entreprise. C'est ce qu'on appelle un catalyseur généralement. OK? So, Michael Burry, c'est un deep value investor. Vous allez voir que la plupart des entreprises qui détiennent ici, c'est très laid à voir. Pour ceux qui aiment les courbes, c'est très laid à voir. Par exemple, si je prends Géogroupe. Géogroupe, ce sont des prisons. C'est la première entreprise dans son portefeuille ici. Géogroupe, ce sont des prisons. Quand on met ici le hall, qu'est-ce que vous remarquez? C'est très laid à voir. Mais en fait, c'est pour ça que je dis souvent que si vous vous basez uniquement sur les courbes, etc., vous allez rater beaucoup d'occasions. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire que ouais, mais à l'époque, ça coûtait celle, l'entreprise n'a rien fait depuis tel nombre de temps, c'est bête. On lit. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait aujourd'hui parce qu'une entreprise de 2000 et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Orange des années 2000 et Orange d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc parfois, quand les gens prennent
les charts ou bien le price action d'Orange pour vous expliquer la raison pour laquelle l'entreprise n'a rien fait, etc. C'est très bête en fait. Parce que Orange des années 2000, ce n'est pas le même Orange d'aujourd'hui. Pour avoir la même information, il faudrait se poser la question si le prix d'Orange à l'époque des années 2000 était justifié. Et ça, par contre, ça va être difficile à prouver. OK? Donc, quand on regarde, par exemple, c'est Orange, non? C'est Orange. Je prends juste ça ici parce qu'en fait, c'est un truc que je vois très régulièrement quand les gens veulent parler de dividendes, etc., machin, ou bien quand les gens veulent cracher sur Orange. Orange n'est pas sans doute la meilleure entreprise ici au monde, mais Orange d'il y a des années 2000 et Orange d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. OK? Ça ne veut pas dire que c'est mieux aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est pire aujourd'hui, mais vous n'allez sûrement pas prendre le price action d'Orange des années 2000 pour expliquer le fait que l'entreprise n'a rien fait entre-temps. Sans doute, les gens qui ont acheté Orange dans les années 2000 ont juste fait une erreur monumentale en termes d'investissement. L'entreprise était clairement surévaluée. Donc, vous devez prendre en considération les informations financières de ces années. Si vous vous demandez si Orange, le prix était justifié. Si je prends par exemple ici, c'est pas une vidéo sur Orange, mais voilà, je n'aime pas parler. Quand quelque chose m'énerve, il faut que j'en parle généralement. Il faut juste arrêter cette comparaison-là. Ne vous basez pas sur le prix de l'action d'une entreprise pour vous dire que l'entreprise ici ne vaut rien du tout. Ça ne veut rien dire. D'accord? Je connais des entreprises qui ont un price action très très laid, mais qui sont très qualitatives aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le business model a changé entre-temps. OK? Donc, si je prends par exemple Orange ici, d'accord? Je vais le faire simple. Hein. On prend le price action et je vais prendre ici le price to earning. J'espère qu'on a l'information sur les années 2000 ici. Je mets le prix sur le last 12 months. Je zoome sur la grosse majorité. Donc, dans les années 2000, les gens payaient Orange à 79 fois les bénéfices, 80 fois les bénéfices. Vous êtes sérieux là? Déjà, Orange, à ce prix-ci, si on veut juste payer ça à 20 fois les bénéfices, ça veut dire que quand on quitte de 188 $, d'accord, 188 divisé ici par à peu près ici 80, donc ça veut dire que par 4, divisé ici par 4, ça veut dire que c'est 47 euros. C'est à partir de 47 euros qu'on va regarder Orange. Attention, c'est 47 euros dépendamment du nombre d'actions qu'on a présentement à ce niveau-là, moins la dette également. Or, entre-temps, est-ce que Orange n'a pas augmenté son nombre d'actions? C'est ce qu'on constate ici, le nombre d'actions a augmenté, donc ça va fausser littéralement le résultat. Donc ici, on avait des actions à 1 milliard, ici, on a presque 2,5 milliards, donc on doit encore diviser ici par 2,5. C'est-à-dire que je m'attendais ici à 47 euros, mais je vais faire diviser par 2,5, ça me revient ici à combien? 20 euros. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, celui qui ne sait pas ça, ça n'a aucun sens de comparer Orange à ce que vous avez vu dans les années 2000. Il faut vous poser la question si le prix était justifié. Bref, ferme la parenthèse, on revient ici sur Dataroma et on revient ici sur la compagnie qu'on appelle Geo Group, juste parce que je parlais du price action. Qu'est-ce que l'entreprise fait? L'entreprise ici gère des prisons ou des centres de détention, d'accord? Vous allez voir ici que la thématique ici est simple. Les États-Unis sont de plus en plus en train ce sont des prisons privées. Donc, les États-Unis, bon, pas les États-Unis, l'administration actuelle, parce que c'est très important de prendre en considération l'administration actuelle. D'accord? Nous avons les démocrates. Les démocrates, ce sont des gens de gauche. Les républicains, ce sont des gens de droite. OK? Donc, quand les démocrates sont au pouvoir, ce sont des gens de gauche. Ils disent, ah non, les prisons privées ne sont pas bien. Donc, on va de moins en moins leur donner des contrats. Mais attention, ça ne veut pas dire que les prisons en question vont fermer. Non. Ou bien les prisonniers vont être transférés ailleurs. Ça veut juste dire que l'État va racheter les prisons actuelles. OK? Donc, quand on regarde sur GeoGroup, si vous regardez le price action, vous avez dit qu'il n'y a rien d'extraordinaire à y jouer. Mais j'en ai parlé dernièrement sur la vidéo avec Michael Burry. Et en précision, Michael Burry, le portefeuille actuel, le 13F, donne uniquement les positions longues, dont les achats, et non les positions short, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, il peut avoir des positions short, donc ça veut dire que c'est... Et Michael Burry, c'est quelqu'un qui shorte très régulièrement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la totalité de son portefeuille ici. Donc, quand on regarde GeoGroup, je l'ai fait dernièrement sur la vidéo ici concernant Michael Burry. Donc, si vous faites ça, si on fait Michael Burry, et on met Top Invest à côté, Top Invest, ok. Vous savez que je parle beaucoup de chiffres, mais je vous ai toujours dit une chose, les chiffres ne valent rien si vous ne lisez pas les rapports financiers. D'accord? Parce que les rapports financiers les rapports financiers font parler les chiffres. Et vous savez déjà quelles questions vous devez poser ici, parce qu'ici, on présente les chiffres. D'accord? On essaie de regarder pourquoi, comment. On regarde pourquoi, enfin, pas pourquoi, mais on regarde ici la variation des chiffres, etc. Mais maintenant, la question comment ou bien pourquoi doit être posée en lisant les rapports financiers. Donc, je ne peux pas vous encourager à investir dans une compagnie uniquement parce que vous avez regardé les chiffres. Non.
Pas du tout. Donc, maintenant, Burry ici, la vidéo ici, c'était Michael Burry vend tout, etc. Sauf ici, c'est Geogroup. Donc, si vous voulez revoir l'analyse sur Geogroup ici, allez revoir cette vidéo-là. Les deux sont réglés. Je ne vais pas revenir dessus. Parce qu'en cette période-là, il avait une seule entreprise en portefeuille, enfin, sur le portefeuille long. OK? Maintenant, si vous regardez ici l'entreprise rapidement, ici, en termes de free cash flow, donc vous voyez ici que le revenu baisse, mais le revenu baisse pour une raison. Maintenant, vous allez peut-être voir ici, est-ce qu'on a des divestus, c'est-à-dire que est-ce qu'on a des ventes présentement sur les 12 derniers mois ici? Non. On regarde ici le free cash flow sur les 12 derniers mois. Vous allez voir que le free cash flow est très peu élevé. L'entreprise échange ici à 8 fois les bénéfices. Mais quand on regarde les free cash flow par rapport au price, par rapport à la capitalisation boursière ici actuelle, on est à peu près à 5 fois les bénéfices par là. 5 à 6 fois les bénéfices par là. D'accord? Or, la moyenne est bien plus élevée que ça. Donc ici, on a affaire à une entreprise qui est extrêmement sous-évaluée sur le plan quantitatif. Mais maintenant, il faut un catalyseur. Et le catalyseur, généralement, c'est le fait que l'État rachète à peu près les prisons, sur les prisons où elles ne renouvellent pas. Ça, on dit l'État, ça s'appelle également les États. Parce que l'État américain, c'est une fédération. D'accord? Donc, les États américains ici ont le potentiel de racheter ici, de prendre des décisions, en tout cas de leur côté. Donc, vous voyez ici que l'État central favorise à peu près les prisons publiques. D'accord? Donc, ça dit que les différents États ici, d'accord? Parce que quand on dit l'État centralisé, c'est à Washington. Donc, par exemple, si on prend par exemple, je ne dirais pas la province, mais l'État de l'Arizona, par exemple, l'État de l'Arizona a le droit de choisir les prisons privées ou publiques. D'accord? Donc ici, il y a une tendance ici au fait qu'on choisisse les prisons ici publiques plutôt que les prisons privées. Mais ça veut dire que les prisons privées ici, ce qu'on fait, l'État rachète les prisons privées. Et vous savez combien coûte un lit? En moyenne, 60 000 $. Donc si vous voulez évaluer une entreprise ici qui exerce dans le secteur des prisons, regardez la valeur des lits. Et pour connaître la valeur des lits, il faut regarder les dernières transactions ici. Et vous allez voir qu'on va en parler tantôt sur Corps Civic. Donc, ici, par exemple, Théo Group Bed. OK, on va regarder l'information. Ils ont 65 080 lits. Vous savez combien coûte un lit? Un lit coûte 60 000 $ sur les dernières transactions. Donc, si on prend en considération les dernières transactions ici, ce qui veut dire que si l'entreprise vend la plupart de ses lits ici, une prison ici, donc un prisonnier, c'est un lit. D'accord? Ça veut dire ici que ça fait à peu près, divisé ici par 1 million, juste pour avoir l'information ici. Donc, ça fait à peu près 3 milliards 900. 3 milliards 900 ici, moins la dette nette actuelle. D'accord? Juste pour vous donner la valorisation sommet par rapport à la valeur de marché de ces bâtiments-là. Moi, la dette nette ici qui est aux alentours de 2 milliards, d'accord, moins de 2 milliards, donc on est ici à 3 milliards 900, moins de 2 milliards, ça fait ici 1 milliard 900, d'accord, divisé par le nombre d'actions actuelles. Donc, le nombre d'actions actuelles, c'est combien? Donc, on met ici, c'est une valorisation sommaire, hein, c'est très, très rapide ici, d'accord, c'est une estimation. On est ici à 123 millions d'actions, c'est 122,43. Je vais mettre ici 123, juste pour faire simple. 123 millions d'actions, ça donne ici, au total, 15 $ l'action. Donc, cette entreprise, il vaut 15 $ l'action. Et le catalyseur ici, c'est le fait que l'État central rachète les prisons privées. OK? Donc, les prisons privées ici, si elles ne fonctionnent plus, si on ne renouvelle pas le contrat, on va racheter la prison. C'est ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que les prisonniers, on les met dehors, on ferme. Non, pas du tout. Maintenant, ça, c'est la première entreprise qu'il a en portefeuille, c'est Geogroup. OK? Maintenant, vous connaissez le catalyseur. Le catalyseur ici, c'est le fait que l'État central rachète les prisons. Maintenant, la deuxième entreprise ici, c'est Quartea. Curaté Retail Group ici, Quartea, je l'appelle comme ça. Curaté ici, comment on appelle ça? C'est du téléachat. Et le téléachat est très lié ici, entre autres, parce que ces deux entreprises, Curaté et Charter, sont liées à la même personne. Vous voyez? Donc, la même personne ici, ça s'appelle John C. Malone. Si vous avez Warner Bros. Discovery, si vous avez Liberty Global, si vous avez si vous regardez la Formule 1, si vous regardez par exemple Discovery Channel, si vous avez par exemple Sirius XM, si vous avez par exemple du Curaté, si vous avez par exemple du Charter Communication, vous êtes lié à cet homme. Vous êtes lié à John C. Malone et c'est un gestionnaire de qualité. D'accord? Donc, toutes les entités qu'il dirige ici sont à peu près qualitatives parce que dans le secteur des médias, il sait à peu près ce qu'il fait. Donc, pour Curaté ici, je pense que c'est plutôt une tendance, c'est plus quantitatif plutôt que toute autre chose. Parce que si on regarde ici Curaté, donc QRTA, d'accord? C'est pas une entreprise qui est destinée ici à tout le monde, hein, parce que dites-vous que c'est une entreprise ici
qui domine à peu près le marché du téléachat aux États-Unis. Ça peut être considéré comme un marché en berne, mais c'est également quelque chose où on va de plus en plus en ligne. Je connais un YouTuber qui fait beaucoup d'argent ici parce qu'il fait du téléachat. Donc, il vous parle d'un produit et en même temps, il vous met le lien Amazon ici. Ça marche très, très bien. Donc, le téléachat est en train de se déporter ici. Donc, vous allez voir que Curaté ici ne fait pas beaucoup d'argent. Enfin, pas beaucoup d'argent. Le revenu baisse. Les free cash flow sont à peu près stables ici. Les net income sont, parce qu'on investit massivement, les net income sont à peu près à ce niveau-ci parce que l'entreprise continue à investir massivement. Donc, ils investissent massivement dans quoi? Ils ont aussi un site de e-commerce ici, notamment avec l'acquisition de, je pense qu'ils ont fait l'acquisition de Zulily, un truc comme ça. Donc, ils sont en train d'investir massivement dans le contenu de Zulily, dans l'offre ici, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont à peu près un prix aussi déprécié. Mais attention, on a des free cash flow aux alentours de 200 millions ici. Les free cash flow moyens de cette entreprise sont aux alentours de 850 millions. Admettons juste qu'on reste à 200 millions. Juste à 10 fois les bénéfices, on serait à une valorisation à 3 fois plus élevée que le prix actuel. Et ça, c'est sans prendre en considération la dette. Parce que si on prend en considération la dette, le multiple aura tendance à être plus élevé. Parce que le téléachat ne va pas mourir. C'est ce qu'on oublie. Ça ne va pas mourir. Il y a des gens qui veulent voir à peu près comment est-ce qu'un produit fonctionne, avant de l'acheter. Donc, le téléachat fonctionne. D'accord? Je pense que c'est une raison ici, c'est plutôt une raison très, très quantitative. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il a peut-être déterminé que le prix est tellement bas qu'il ne peut que gagner de l'argent. Donc, la valorisation ici, je pense que minimum, on sera aux alentours des, de 3 fois. Donc, au minimum, on sera aux alentours des 5 $ par là. Je dis bien minimum, c'est 5 $ par là. Minimum du minimum. OK? Donc, ça, c'est la deuxième entreprise sur la liste. La troisième entreprise ici, c'est Aerojet Rocketdyne. Enfin, c'est CoreCivic, c'est la troisième entreprise sur la liste. Donc, CoreCivic ici, c'est une entreprise, c'est une prison également comme Géo Group. C'est la même chose. CoreCivic ici, la valorisation de CoreCivic, si on prend également la même chose, la même le même niveau de, enfin pas le même niveau, le même cheminement de valorisation qu'on a utilisé pour Géo Group, à savoir par rapport à la valeur des lits ici, d'accord? Donc je prends ici CoreCivic, je prends ça, CoreCivic Bed, CoreCivic Bed Count. Allez-y voir sur CoreCivic ici, vous allez savoir pourquoi est-ce que j'ai dit que les lits coûtent à peu près 1000 $. Vous allez voir que CoreCivic ici a vendu je pense ils ont vendu certains lits ici dernièrement à peu près à une valorisation aux environs de 60 000 $ par lit. Donc, CoreCivic Bed Own, prison Bed, donc je cherche le nombre de prisons ici. Excusez-moi, CoreCivic, au total, donc je ne sais pas quelle est la date ici. CoreCivic Bed number, ok. Bed number, on met ici. Voilà, ils ont à peu près 11 499 lits. D'accord? Quand on prend 11 499 lits ici, d'accord? Ils ont une capacité, un manager 9 secure, donc à peu près 65 640 lits en termes de capacité. Donc, c'est même encore plus grand que ça. Attention, il faut que j'aille regarder ici en termes de valorisation. Voilà, on va voir ça ici. Je ne sais pas quand le document en question, il date de quand? C'est 2018. Donc, attention, c'est 2018. Donc, bed number, je vais me prendre ici en 2002, 2022, OK, 2022. Second quarter sell our bed. Donc, par exemple, ici, ça date du mois d'août. Ils ont vendu des lits ici. Donc, second quarter, donc, représente approximately 66 000 $ par lit. On a vendu ici à peu près à une certaine entité ici pour 1978 lits, pour un montant de 130 millions ici, à peu près à une valeur moyenne de 66 000 $ par lit. D'accord? Donc, CoreCivic, maintenant, il faut savoir combien de lits ils détiennent pour savoir quelle est la valorisation totale de CoreCivic. Donc, vous prenez le nombre de lits multiplié par le prix ici moyen, moins la dette nette, et vous trouvez la valorisation de CoreCivic. Je vous laisse faire cet exercice-là parce que je pense que par rapport à Géo Group, j'ai déjà expliqué comment ça se passe ici. Vous allez voir que la valorisation de CoreCivic est au moins 2 fois plus élevée que le prix actuel. Et c'est pour ça qu'il met 15% de son capital ici. Et il a acheté aux alentours de 8 €. Je ne sais pas combien ça vaut ici. Le prix actuel est de 12 € par là. Donc, c'est au moins 2 fois plus élevé que le prix actuel, le prix d'achat. Donc, on sera aux alentours de 15, 20 par là. OK? Maintenant, Aerojet Rocketdyne, le narratif ici est simple. Aerojet Rocketdyne ici devait se faire acheter par... comment on appelle ça, Lockheed Martin, mais il y a un actionnaire qui a refusé, soi-disant parce que le prix n'était pas assez bon. Parce que Lockheed Martin a proposé à peu près 51 $ l'action. Donc, quand on met ici Aerojet Rocketdyne ici, on met Lockheed Martin,
Donc, je mets les deux. Vous allez voir ici qu'on a proposé Terminate Agreement to buy machin. Aero buy Lockheed Martin. Donc, vous allez voir l'information ici. Lockheed Martin a proposé 51 $ l'action en cash. Aerojet a refusé. Quand je dis refuser, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur qui a poussé Aerojet à refuser, alors que le PDG actuel de l'entreprise voulait accepter. D'accord? Donc, il y a eu ici une sorte de défiance au niveau du conseil d'administration, ce qui fait qu'il y a eu un nouveau vote, et le nouveau vote a reconfirmé l'ancien PDG qui avait accepté la première offre. Donc, ce qui veut dire que ici, comment on appelle ça? Il est enclin à accepter à nouveau une offre de Lockheed Martin maintenant qu'il a les mains libres. Et c'est ce qui va se faire, sincèrement. Je pense ici, c'est ça le catalyseur. Mais attention, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt tout à l'heure que l'entreprise en question, il a acheté, les 13 F sont publiés ici 3 mois à l'avance. OK? Donc, enfin, sur le trimestre précédent. Donc, nous, on reçoit ça en novembre. Ça veut dire que novembre, on a octobre, on a septembre, on a août. Donc, août, septembre, octobre, c'est à cette période-là qu'il a pris position. Si, je dis bien si, l'entreprise, la compagnie qu'on appelle Lockheed Martin a proposé 51 $ l'action pour cette compagnie-ci, et le 51 $, c'était à peu près en 2020, ça a été refusé par là, d'accord, je pense que c'était en 2020, je ne sais même pas plus. En tout cas, ça a été refusé à cette période-là, et que la motion de défiance a été lancée et que le PDG précédent qui avait déjà accepté la première offre a gagné, maintenant il a les mains libres, ça veut dire que quand on achète l'entreprise à 40 $, c'est parce qu'on pense que cette entreprise-là pourrait être vendue à au moins 51 $ l'action. Parce que la raison pour laquelle on a refusé précédemment, c'est parce qu'on a défié le PDG. Parce que la personne qui a défié le PDG pensait que ça valait plus que ça. Mais or, il a perdu, ce qui veut dire maintenant qu'il n'a plus droit à la parole. Donc, le PDG a été confirmé, ça dit qu'on pourrait accepter une certaine offre présentement. Mais il faut encore voir que Aerojet, qu'est-ce qu'ils font précisément? Point d'interrogation, je vous laisse aller voir. Parce que je ne vous dis pas tout ici. Il faut que vous fassiez un petit effort en tant qu'investisseur. D'accord? Mais ce n'est pas le moment d'acheter Aerojet. C'est fini là. L'opportunité était aux alentours des 40 $ l'action par là. Et uniquement parce que on pense que quelqu'un d'autre pourrait payer au moins 51 $. OK? C'est tout. Donc, Michael Burry a déjà peut-être vendu sa position. Sauf que vous allez le voir uniquement à partir du mois de janvier. Et je suis sûr, il y a de fortes chances que ce soit le cas. En tout cas, c'est enregistré et on verra au mois de janvier ici ou bien au mois de décembre quand ils vont publier ici le 13F de cette période-là. En tout cas, donc, ce n'est pas le moment de rentrer ici sur cette position-ci. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le moment de rentrer sur aucune des positions ici si vous n'avez pas de conviction pour investir. D'accord? Il sait pourquoi il a investi dans certaines de ces entreprises ici. Moi, je vous ai dit pourquoi. Ça reste ici des hypothèses. D'accord? Mais vous pouvez aller vérifier ici. Il y a très peu de chances que... Je n'aime pas dire qu'il y a très peu de chances que je me trompe parce que je pourrais me tromper de toutes les façons. Mais en tout cas, allez voir ça ici. Donc, il a même rajouté à sa position ici sur GeoGroup. Donc, il a encore plus confiance à cette compagnie ici. Maintenant, on continue. Charter Communication, entreprise très sous-évaluée. Le problème ici est simple. Avec l'arrivée de la 5G ici, les entreprises de télécommunications peuvent proposer des services Internet sans toutefois avoir un service de fibre optique. D'accord? Or, ce n'est pas la même chose. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Okay? Dans certaines zones, c'est bien, mais dans les zones assez denses, ce n'est pas l'idéal. Donc, ce qui veut dire que les gens pensent que la 5G va remplacer la technologie ici comment on appelle ça, la technologie de fibre optique ici, mais pourtant, ça ne sera pas le cas. Mais le problème également de Charter Communication, c'est qu'ils ont un service de câble-distribution et un service de branchement Internet. Or, la câble-distribution est en train de baisser, mais le service Internet augmente. Donc, les deux se compensent ici. Et généralement, elle a généralement pas un monopole, mais elle est généralement dominante dans la plupart des régions dans lesquelles elle exerce. Et encore, si vous allez regarder cette compagnie-ci et que vous allez regarder sur le prisme du net income, vous êtes en train d'aller en brousse littéralement. Parce qu'en fait, ce n'est pas en regardant les net income que vous allez connaître la valorisation de cette compagnie-ci. Parce que les net income ici auront tendance à vous dire que l'entreprise est surévaluée, par rapport à ce que je vois ici. Mais il faut regarder les free cash flow de cette entreprise et encore déconstruire les free cash flow dans le sens où il faudrait regarder les free cash flow de croissance et les free cash flow d'investissement. C'est une entreprise qui gagne énormément d'argent. Je dis bien énormément. En moyenne, elle rapporte au moins 8 milliards. Oui, il y a une baisse ici, mais il y a une baisse ici parce qu'il y a une législation qui a changé aux États-Unis, parce que les États-Unis subventionnaient les régions, les ménages qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir avoir accès à la fibre optique. Mais vu que cette subvention-là est en train de diminuer présentement,
Enfin, on est entré dans les vers autre chose, mais j'en parlerai peut-être à ceux qui ont la newsletter, d'accord? Vous allez recevoir la newsletter concernant, on va parler de Charter Communication et Corps Civique, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir mes notes d'analyse par rapport à ça. Donc, en fait, vu qu'on est entré dans la législation en train de changer présentement, donc il y a un nombre d'abonnés qui est en train de baisser, mais c'est de manière temporaire parce que ce sont des abonnés qui étaient subventionnés par l'État. Donc, c'est pas plus grave que ça. Et cette entreprise, sauf si vous pensez qu'Internet va disparaître, n'a peut-être pas l'Internet va disparaître. Cette entreprise-ci est extrêmement sous-évaluée. Même si vous prenez en considération la dette ici, etc., c'est une entreprise qui peut avoir à peu près 8 milliards en termes de free cash flow. À 20 fois les bénéfices, ça fait 160 milliards. 160 milliards ici, moins la dette nette qui est aux alentours ici de 90 milliards par là. Et sachez que la dette nette, on rembourse cette dette nette-là. Au pire, ici, vous achetez cette entreprise à sa juste valeur. Et s'il vous plaît, elle rembourse sa dette année après année. Bon, ici, on va juste vérifier ça ici. Elle rachète ses actions. Je sais qu'il n'y a pas de dividende, mais elle rachète massivement ses actions. Et John C. Malone, et la dette est clairement... ils n'ont pas d'impératif par rapport à la dette à court terme. Et parce que la majorité de la dette ici est à taux fixe. OK? Et John C. Malone ici, ne vous inquiétez pas, c'est un bon gestionnaire. Franchement, avec lui, vous dormez... Et c'est lui qui a... Le terme EBITDA, c'est lui qui a popularisé le terme EBITDA que tout le monde utilise ici aujourd'hui. D'accord? Parce qu'avant ça, on s'intéressait uniquement aux bénéfices nets, bénéfices nets, bénéfices nets. Il a montré que, bon, intéressez-vous à l'EBITDA, surtout quand une entreprise est de croissance et surtout privilégier des entreprises qui ont la capacité d'au moins s'autofinancer. D'accord? Donc, vous allez voir ici, par exemple, si je prends le nombre d'actions, vous allez voir que le nombre d'actions ici a tendance à diminuer parce qu'il préfère acheter ses actions plutôt que de payer un dividende, parce qu'ils considèrent que l'entreprise est sous-évaluée. Enfin, le rachat d'actions est important, surtout quand l'entreprise est sous-évaluée. Moi, je pense que je ne vous ai pas encore présenté Charter Communication, mais c'est une entreprise qui est sous-évaluée. Donc, admettons qu'on rapporte uniquement 8,5 milliards ici. Je ne parle même pas du potentiel de croissance. 8,5 milliards de potentiel ici en termes de free cash flow à 20 fois les bénéfices, même pas à 25 fois, moins la dette nette. La dette nette ici, et on pourrait encore redire quelque chose sur la dette nette ici, à peu près de 97 milliards, donc moins 97 milliards ici, donc moins 97 milliards ici, divisé par le nombre d'actions actuelles, d'accord, et le nombre d'actions a tendance à diminuer, donc divisé ici par 160 millions, 161 millions plutôt, d'accord, j'arrondis, ça fait ici à peu près une valorisation aux alentours de 453 $ l'action. Ok, on va peut-être revenir sur une autre vidéo par rapport à Charter Communication, qui est une entreprise sous-évaluée, qui est une entreprise qualitative. Ok, maintenant, il y a une autre entreprise ici, c'est laquelle Charter Communication, et vous voyez qu'il n'est pas le seul à acheter Charter Communication. Il y a Bill Nigren, très bon investisseur. Il y a qui d'autre ici que je respecte? Warren Buffett, ça ne pèse pas énormément, donc c'est moins d'1 milliard, mais en tout cas, il s'intéresse à la compagnie ici. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter ici? Je vais laisser Lilac ici. Lilac ici, qui est Liberty, c'est... En fait, Lilac fait la même chose que Charter Communication, mais dans la zone ici des Caraïbes, de l'Amérique et d'Amérique latine. C'est la même entité, c'est la même personne qui contrôle Lilac, qui contrôle Charter, qui contrôle Curaté, qui contrôle Warner Bros. Discovery, qui contrôle ici Liberty Global, qui contrôle ici la Formule 1. J'en ai trop dit. Donc, s'il fallait choisir 3 positions ici et les mettre ici en prenant en considération la plus intéressante à la moins pas à la moins intéressante, on les classe au même niveau. Ici, j'aurais pris premier lieu Charter Communication, deuxième lieu Corps Civique, deuxième lieu Géogroupe, troisième lieu Corps Civique. D'accord? Ce n'est pas que Curaté n'est pas une opportunité d'investissement, mais attention, Curaté, c'est très quantitatif. Je ne suis pas en train de... Si vous le prenez ici, c'est de la spéculation. Donc, Curaté ne va pas faire faillite. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas, mais on va avoir des marges en berne, d'accord? Dans tous les cas de figure ici, mon top ici sera en premier lieu, je vais prendre Charter, en deuxième lieu, je prendrai Géo, troisième, Corps Civique, quatrième, Curaté. On s'arrête là pour Michael Burry. Comme je vous l'ai dit, c'est uniquement un titre d'information. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter. Ça veut dire qu'on continue à creuser. Avant de suivre un investisseur, il faut connaître sa stratégie d'investissement et il faudrait voir si ça colle avec la vôtre. Ici, c'est un deep value investor qui investit uniquement dans les compagnies extrêmement sous-évaluées avec un catalyseur. Et pour connaître le catalyseur, vous devez lire vos rapports financiers. Ça fait toujours plaisir de s'abonner ici. N'oubliez pas, la newsletter, elle est gratuite. Elle est N'oubliez pas de vous abonner. Le lien est sur la description de cette vidéo aussi. Et voilà, on va se dire ici qu'on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.